J'espère que tout roule pour vous. Vraiment. Avant de vous parler dans l'épisode que vous allez bientôt voir, celui qu'on prépare en ce moment, je m'étais déjà exprimé dans une émission précédente où j'avais amorcé une série de révélations. Ça a commencé par une lettre que j'ai voulu envoyer à Abdidoun. Une lettre claire, directe, polie mais sans détour. Ma première idée? L'acheminer par les circuits officiels, les bonnes vieilles méthodes. Vous savez, celles qu'on imagine encore fonctionner. Mais très vite, j'ai compris que ce serait peine perdue. Une barrière invisible filtre tout ce qui monte jusqu'au sommet. Ma lettre aurait fini broyée, mutilée, engloutie dans le grand broyeur de la censure. Et Abdidoun, lui, n'en aurait jamais lu une ligne. Alors j'ai pris un autre chemin. Un chemin que je n'avais pas prévu au départ. Parce qu'à la base, je suis journaliste, pas influenceur, pas YouTuber. Mais voilà, à force, cette caméra est devenue mon arme, mon mégaphone. Et Internet, c'est un terrain que même les plus puissants ont du mal à contrôler. Impossible de bâillonner YouTube, d'étouffer TikTok, de faire taire Facebook ou de museler le web. Alors j'ai fait mon choix. Cette lettre, je l'ai envoyée autrement. En plein écran, en plein jour, à travers cette vidéo qui fera le tour des plateformes. Et j'en suis convaincu. Elle finira par atteindre ses oreilles, ou au moins celles de ses proches. Peut-être sa femme, peut-être ses enfants. Car oui, grâce à Dieu, alhamdulillah, notre voix porte loin. Très loin. Et ça, personne ne pourra le couper. Alors, vous vous souvenez de ce qu'on a abordé dans la première lettre? Pourquoi l'a-t-on écrite? Qu'est-ce qu'on a révélé exactement? Eh bien, pour ceux qui auraient raté l'épisode précédent, on a soulevé un point fondamental. Abdidoun nage dans l'illusion. Il ne voit ou ne veut pas voir les combines douteuses qui gangrènent son entourage. Et quand je dis entourage, je ne parle pas ici de hauts responsables ou de dignitaires, non. Je parle de petites mains bien placées, d'individus qui gravitent autour de son fils, Mohamed Tebboune, et qui s'engraissent tranquillement dans l'ombre. Ces gens-là ont compris une chose, porter le nom Tebboune, ça ouvre des portes, et ils s'en servent pour magouiller, s'enrichir illégalement, manipuler les leviers du pouvoir, distribuer des faveurs et se tailler des privilèges sur mesure. Dans cette première partie, on a posé les bases, on a donné des noms, on a montré comment ce réseau fonctionne avec preuve à l'appui. Mais ce que je veux faire maintenant, c'est aller plus loin. La suite de cette lettre, c'est un message frontal, brut, destiné à secouer Abdidoun. Ce que je m'apprête à lui dire, personne n'a osé le faire, parce que cette vérité-là, on la lui a toujours soigneusement dissimulée. Il est temps qu'il la découvre, et je suis là pour ça. Parlons maintenant de ce que tout le monde murmure sans jamais oser le dire à voix haute. Le dossier explosif concernant l'autre fils d'Abdidoun. Oui, parce qu'il n'a pas qu'un seul héritier, il en a 3. Mohamed, Ilyas et celui dont le nom est devenu synonyme d'un scandale retentissant, Kalboun. C'est lui qui s'est retrouvé derrière les barreaux, mêlé à une sale affaire avec un promoteur immobilier très controversé, Kamel Bouchi. L'histoire, elle démarre à l'été 2018 et le feuilleton carcéral dure jusqu'à février 2020, juste après que son père s'installe confortablement au sommet du pouvoir grâce aux élections de décembre 2019. Pendant presque 2 ans, les rumeurs vont bon train. Le lien entre Kalboun et Bouchi, ce fameux magnat soupçonné dans une énorme affaire de cocaïne, alimente les fantasmes les plus fous, les manipulations médiatiques et les intox bien orchestrés. Mais moi, j'ai pas gobé ce qu'on servait au public. J'ai fouillé. J'ai croisé les infos, j'ai creusé. Et ce que j'ai découvert, croyez-moi, n'a jamais atterri sur le bureau d'Abdidoun. Ce sont des vérités qu'on a pris soin de lui cacher. Jusqu'à aujourd'hui. Ce que je voulais vraiment dire à Abdidoun, c'est simple, mais capital. S'il veut enfin ouvrir les yeux sur le marécage moral qui entoure sa propre maison, il va falloir qu'il retourne là où tout a commencé. Oui, qu'il rouvre le dossier de l'arrestation de son fils. Qu'il le relise ligne par ligne, sans filtre, sans personne pour lui souffler à l'oreille. Parce que dans ce dossier, il y a des vérités enterrées vivantes. On les lui a soigneusement dissimulées, histoire qu'il ne découvre jamais ce qui se tramait dans son dos.
Je lui ai écrit noir sur blanc. Cette affaire, celle de son fils Kalboun, s'est déroulée bien avant qu'il ne prenne les rênes du pays. Et pourtant, elle révèle déjà un système souterrain, des réseaux obscurs, et je pèse mes mots, qui opèrent depuis l'intérieur même de son entourage. Ces gens-là ne sont pas des spectateurs, ce sont des joueurs actifs. Ils tirent les ficelles, ils orientent, ils manipulent. Prenons un exemple concret. Amadir. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais lui, c'est le secrétaire personnel de Tebboune. Et c'est lui qui, à l'époque, a joué les entremetteurs. C'est par ses soins que certaines liaisons douteuses ont vu le jour. Et ça, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Depuis les couloirs du ministère de l'Habitat, ça remonte à 2012, il était déjà là, fidèle parmi les fidèles. Amadir, l'homme de confiance, le bras droit, celui qu'on croyait irréprochable. Mais quand on accorde une confiance totale à quelqu'un, surtout à ce niveau de proximité, on s'attend à un minimum de loyauté, non? À de l'intégrité, un peu de morale, un soupçon d'honneur. Parce qu'en toute logique, un vrai loyal ne va pas livrer le fils de son patron à un promoteur louche comme on livre un agneau à un loup. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Amadir, oui, le même, a servi de pont. Il a présenté le fils de Tebboune à Kamel Bouchi, un personnage qu'on pourrait résumer en un mot, pourri. Un homme aux poches pleines et à la morale vide. Trafic d'influence, deal louche, proximité douteuse avec des généraux, business trouble avec l'armée entre 2012 et 2015, il a tout coché. Ses projets immobiliers poussaient comme de la moisissure sur un mur humide. Vite, en masse et toujours entouré de soupçons. Alors que fait-on de quelqu'un qui relie le fils d'un haut responsable à un individu pareil? On se pose des questions. De très sérieuses questions. Mais revenons à l'essentiel. Ce fameux contact entre Kalboun et Bouchi, il n'a pas simplement été une erreur de jugement. Non. C'était l'ouverture d'un long couloir sombre, rempli de trahison, de manipulation et surtout de comptes à régler. Avant même que Kalboun ne se retrouve derrière les barreaux, des figures bien précises s'activaient déjà en coulisses. Des noms? Oh oui, il y en a, et pas des moindres. Ahmed Amour, pour commencer. Puis vient Salah W. Zitouni, surnommé le Bombardier, un ancien wali recyclé dans les hautes sphères de la présidence, aujourd'hui en charge des luxueuses résidences officielles. Et dans ce décor, on retrouve aussi son fils, Salah Eddine Zitouni. Mais ce n'est pas fini. Entre dans la danse un certain Jamel Gerbir, alias Lahoré, un businessman à l'allure propre, mais aux manœuvres bien troubles. Ce petit groupe-là, c'est la vraie boîte noire de l'affaire. Car, qu'on le dise ou non, ce sont eux qui ont poignardé Khaled dans le dos. Et pourtant tout ça, on évite soigneusement d'en parler. La vraie question qu'on ne pose jamais, comment, précisément, la gendarmerie de l'époque a-t-elle su? Comment ont-ils mis la main sur Khaled Tebboune? Et surtout, comment ont-ils découvert ses liens avec Kamel Bouchi? L'enquête ne s'est pas ouverte par hasard, et elle ne visait pas n'importe qui. À ce moment-là, rappelons-le, Abdid était déjà mis sur la touche. L'ancien premier ministre était devenu un fantôme politique. Et c'est là, dans ce vide de pouvoir, que certains en ont profité pour lancer la machine judiciaire. Souvenez-vous de l'affaire de la cocaïne au port d'Oran. À ce moment-là, Abdidoun était déjà mis hors jeu, exilé politiquement, relégué aux oubliettes du pouvoir. C'était sa période de silence forcé, son désert personnel, pendant que d'autres faisaient la fête, à la cocaïne. Et au centre de ce jeu d'échecs mortel, Kamel Bouchi. Lui, il ne jouait pas pour le camp de Saïd Bouteflika, non. Ses intérêts étaient bien plus alignés avec ceux de Gaïd Salah. Il s'appréciait. Gaïd le couvrait, le protégeait. Il le traitait comme un atout stratégique. Alors, naturellement, quand le scandale a éclaté, une question nous a tous traversé l'esprit. Pourquoi cibler le fils de Tebboune? Officiellement, les enquêteurs seraient tombés sur des photos compromettantes dans le bureau de Bouchi, où l'on verrait Kalboun et son père recevoir des enveloppes bien garnies.
On murmure même qu'un 4x4 flambant neuf aurait été offert en guise de remerciement après l'obtention d'une licence d'importation facilitée par les réseaux en 2017. Mais la vraie histoire est ailleurs. Ce n'est pas une image ou un véhicule qui a déclenché l'affaire. C'est Jamel Gerbir. Oui, le fameux Lahoré qui a lancé l'enquête. Et pas par hasard. Il était l'homme de main de Gaïd Salah, son bras opérationnel, utilisé pour cibler tous ceux qui gravitaient autour de Saïd. Le fils de Tebboune, à cette époque, n'était même pas une priorité. Et pourtant, il est tombé. Pourquoi ? Grâce à des acteurs de l'ombre comme Salah Zitouni et son fils, qui ont soufflé le feu dans les coulisses. Et aujourd'hui, ironie du sort, Salah W. Zitouni est confortablement installé à la présidence. Depuis mars 2022, il dirige les résidences officielles et les transports présidentiels. Réhabilité, promu, récompensé, alors même qu'il a, avec son fils, contribué à faire tomber Kalboun. Et Tebboune ? Il l'a probablement placé là sans savoir le rôle que ce duo a joué dans la chute de son propre fils. Ou alors, il ne veut pas savoir. Ce n'est pas par magie que les premières informations sensibles ont émergé. Non, elles venaient d'un petit cercle bien identifié. Jamel Gerbir, alias Lahoré, en tandem avec Amir Ahmed, ont mis la puce à l'oreille aux autorités. Grâce à eux et surtout à leur proximité avec un trio bien informé, des détails très précis sur les relations entre Khaled Tebboune et Kamel Bouchi ont été mis au jour. Des infos que personne d'autre n'aurait pu obtenir sans la complicité directe de Salah, le fils, Ahmed et bien sûr le même Gerbir. Et c'est là que R, vous savez de qui je parle, saisit l'occasion. Il saute sur l'affaire et lance son enquête. Mais pourquoi ? Pourquoi ce timing ? C'est simple. Khaled, à l'époque, marchait sur un fil. Il était dans une position intenable, prise en étau entre deux feux. D'un côté, Gaïd Salah lui faisait les yeux doux, prêt à l'utiliser comme pion pour torpiller le clan de Saïd Bouteflika. De l'autre, Saïd lui-même, l'homme à qui il devait toute sa carrière depuis le début. Ce dernier voyait d'un très mauvais œil ce rapprochement avec Gaïd Salah. Bref, Khaled était coincé. Le moindre faux pas pouvait lui coûter cher. Et R a flairé l'opportunité parfaite pour frapper, non pas au nom de la justice, mais pour servir ses propres équilibres politiques, pour jouer double jeu entre deux clans en guerre. La suite, vous la connaissez. Alors, pourquoi R a-t-il décidé d'envoyer le fils d'Abdidoun derrière les barreaux ? La réponse, elle est politique, purement stratégique. Il savait très bien que Saïd Bouteflika, à cette époque-là, entre 2017 et 2018, avait une dent contre Abdid. Il voulait le casser, l'écarter, l'humilier même. Et pourquoi ? Parce qu'Abdid, lorsqu'il était encore Premier ministre, avait osé, sacrilège, tendre la main à Gaïd Salah. Il voulait préparer l'après-Bouteflika, tourner la page du clan Saïd et se positionner comme l'alternative crédible. Donc pour R, c'était un coup double en or. D'un côté, il continue à faire plaisir à Gaïd Salah en exécutant ses ordres. De l'autre, il envoie un signal rassurant à Saïd Bouteflika. « Regarde, je suis toujours dans ton camp. Je joue pas les traîtres, hein ?» Et pour appuyer ses intentions, quoi de mieux que d'arrêter le propre fils de Tebboune ? Alors il rédige son rapport, ni vu ni connu, et fait tomber Kalboun. Ce dernier est placé en garde à vue, longuement interrogé par la brigade de recherche de Bab el-Oued à Alger. Et quelques jours plus tard, sans surprise, l'incarcération tombe. Et tout le monde comprend que cette arrestation, ce n'est pas seulement de la justice, c'est de la géopolitique de palais. Et là, coup de maître pour B. Il réussit un doublé stratégique. D'un côté, il fait plaisir à Gaïd Salah, dont il gère justement une enquête sur la fameuse affaire de cocaïne au port d'Oran, une enquête qui va lui permettre de dégager ses ennemis dans les hautes sphères de l'armée et de solidifier sa mainmise sur l'appareil militaire. De l'autre côté, B continue à caresser Saïd Bouteflika dans le sens du poil, en lui prouvant sa loyauté. Il a frappé là où ça fait mal, en envoyant le fils d'Abdid en prison. Un joli coup politique, oui. Mais soyons clairs, il n'aurait jamais pu mener ce jeu tout seul. Derrière cette opération, il y avait tout un orchestre. Des noms ? Bien sûr. Jamel Lahoran, Jamel Jebril, alias Gerbir,
L'incontournable Saladin Zitouni, surnommé le Bombardier, son fiston et le discret mais influent Amir. C'est cette bande-là qui a fourni les munitions, les infos, les preuves, les connexions. Ce sont eux qui ont armé R pour qu'il aille cueillir le fils de Tebboune. Sans eux, pas de dossier, pas d'arrestation. Et tout le monde reste libre. Voilà la vérité. À cette époque-là, Abdidoun était une cible facile. On ne va pas se mentir, entre 2017 et 2018, il était au fond du trou. Fragilisé, isolé et dans la ligne de mire directe de Saïd Bouteflika. Ce dernier voulait aller jusqu'au bout, le jeter en prison. Oui, carrément. Ce n'est pas une théorie, c'était bel et bien dans les plans. Et s'il a échappé à la case prison, c'est uniquement parce qu'un certain Ahmed Yahya est intervenu à temps. C'est lui qui a réussi à convaincre Saïd. Enfermer un ancien Premier ministre, mauvais calcul. Ça ferait tâche pour l'image du régime. Alors ils ont changé de stratégie. Pas de barreau, mais une mise au placard. Exilé au Club des Pins, ignoré de tous, mis hors circuit. Et pour eux, c'était largement suffisant. Mais moi, je le dis et je le redis ici. Il faut que cette affaire soit rouverte. Abdid doit se poser avec son fils, reprendre tous les morceaux de ce puzzle tordu et les recoller. Il doit fouiller, retrouver les anciens réseaux de Belkser, interroger ces hommes d'alors. S'il arrive à parler franchement avec le général Belkser, à condition que ce dernier accepte de jouer carte sur table, il lui confirmera ce que je dis ici. Les fuites d'infos concernant les rapports entre Kalboun et Kamel Bouchi ne venaient pas de nulle part. Elles venaient de Salah Zitouni, de son fils, de Jamel Laoran et du fameux Amadir. Tous ont joué un rôle clé. Et même si Belkser est connu pour être un joueur redoutable, un stratège de l'ombre, aujourd'hui, il est à l'étranger, hors du système, sans ambition politique immédiate. Il n'a plus rien à perdre. Alors, peut-être qu'il dira la vérité. D'ailleurs, je lance un défi ouvert à Kalboun et à son père. Qu'ils mènent leur propre enquête, qu'ils creusent, qu'ils remontent les fils. Et s'ils le font honnêtement, ils arriveront exactement à la même conclusion que moi. Je n'ai rien inventé, j'ai juste dit ce que personne n'ose dire. Kalboun n'a pas été piégé par ses ennemis, non. Il a été trahi par ceux qu'il appelait ses frères, ceux avec qui il dînait tranquillement au Club des Pins dans un climat de fausse camaraderie. Ce sont eux, oui, eux qui sont allés murmurer à l'oreille de R. Regarde ce que Kalb fait avec Kamel Bouchi. Trahison de proximité, version luxe. Et comme par enchantement, ou plutôt par malheur, son père, Tebboune, n'a jamais su. Ou on lui a bien caché. Résultat, il a réhabilité sans sourciller Saladin Zitouni ainsi que son fils. Ils font aujourd'hui des affaires comme si de rien n'était. Et que dire de Jamel Laoran qui continue à prospérer en Algérie sans le moindre obstacle? Pire encore, ces mêmes individus osent aujourd'hui se présenter comme les plus fervents partisans du clan Tebboune, comme des gardiens loyaux du système, alors qu'en 2018, ce sont eux qui ont planté le premier couteau dans le dos de la famille, en plein cœur de l'affaire Bouchi. Et c'est précisément ce point que j'espère que le président Abdid va enfin entendre et comprendre. Parce que les autres, ceux qu'on nomme Sopanora, Bazou, Iz ou même ce fameux Adibi, font partie de la même équation toxique. Ces gens-là ne servent aucun idéal. Ils servent leurs intérêts. Ils n'ont qu'un seul code, le rapport de force. Ils jonglent avec les alliances, changent de masque selon le vent. Ils font semblant de défendre Abdid, l'encouragent à attaquer ses opposants sur les réseaux, à insulter ceux qui le critiquent. Mais dans le fond, ils ne sont là que pour manipuler, profiter et maintenir leur petit empire de mensonges. Prenons un exemple frappant. Amin Bazou. Ce nom, à lui seul, résume bien les jeux de coulisses qui ont gangréné l'État en 2019. À l'époque, sous la houlette du général Wassine Bouaza, celui-là même qui voulait faire dérailler Tebboune avant même qu'il n'atteigne le sommet, Bazou ne travaillait pas pour la République. Il travaillait contre elle. Plus précisément, il opérait dans les réseaux anti-Irak, manipulant l'opinion, sabotant les opposants et surtout œuvrant activement pour bloquer la route de Tebboune vers la présidence. Ce qui est encore plus troublant, c'est que parmi les plus proches de Mohamed Tebboune, ceux qui prétendent aujourd'hui être ses frères d'armes, ses fidèles conseillers, ses inconditionnels,
se prouvent des individus qui, en 2019, roulaient en douce pour l'adversaire. Oui, vous avez bien lu. Les alliés de l'ombre de Bouazza étaient aussi ceux qui, quelques mois plus tard, se pavanaient comme les gardiens du clan Tebboune. Et Mohamed, ce n'est pas n'importe qui. C'est le fils pilier, celui qui parle à l'oreille du père, celui qui a un rôle officieux de conseiller de l'ombre, sans décret, mais avec influence. Il a été très actif pendant les campagnes électorales. Et pourtant, ceux qu'il pense être ses fidèles jurés, ceux qui jurent fidélité jour et nuit, n'hésitaient pas à l'époque à servir ceux qui voulaient détruire son propre père. Et le plus dramatique dans tout ça, c'est que le président lui-même, Abdi Tebboune, semble n'en avoir aucune idée. Il ignore totalement que son entourage est truffé d'agents doubles, de faux loyaux, de stratèges à deux visages. C'est là que réside le vrai danger. Abdi vit dans l'ignorance la plus totale. Autour de lui, son entourage s'est transformé en une véritable machine opaque, une forteresse d'intrigues. À l'intérieur, magouilles, manipulations, manœuvres souterraines, tout y passe. Et pas pour le bien commun, non. Tout ça est orchestré pour servir des intérêts purement personnels, des règlements de compte, des ambitions vénales d'un petit groupe prêt à tout pour garder le contrôle. Ces individus, car oui, ce sont bien eux, ont tissé des réseaux parallèles, officieux, qui exploitent leur proximité avec Abdi et sa famille pour leurs propres calculs. Ils ont transformé leur accès au pouvoir en levier de manipulation. Et je le dis sans détour, il est temps d'enquêter sérieusement. Ces agissements menacent l'unité même de l'État. Ils divisent, ils fracturent. Et pendant ce temps-là, ils manipulent les masses avec des slogans creux et une communication calibrée pour paraître populaire, mais qui n'a rien à voir avec l'intérêt général. Ils ne servent ni la nation, ni le peuple, ni même Tebboune. Ils servent un clan, le leur. Bazou, Saloudine, Jamel Laoran et tous les autres, peu importe le nom qu'ils se donnent, ils n'en ont rien à faire de l'avenir d'Abdid, ni de ce qu'il laissera derrière lui. Qu'ils réussissent ou qu'ils s'effondrent, ce n'est pas leur problème. Eux, ce qu'ils veulent, c'est engranger. Argent, privilèges, pouvoir. Leur obsession? Accumuler toujours plus. Pas pour construire, mais pour renforcer leur propre influence. Et tant pis si, en chemin, ils piétinent la réputation du président ou l'avenir de ses enfants. Le jour où Tebboune et son épouse tireront leur révérence politique, ne vous faites aucune illusion. Ce seront les premiers à embarquer. Direction l'aéroport, Billets en main et cap vers les horizons dorés. Turquie? Doha? Peut-être même une autre capitale exotique où leurs privilèges pourront s'épanouir en paix. Le pouvoir s'efface, mais leurs avantages, eux, voyagent légers et s'installent confortablement à l'international. Prenons un cas d'école, les Belkim. Ce monsieur fait croire à Abdidoun qu'il est un allié indéfectible, un serviteur dévoué jusqu'à la moelle. Mais la vraie loyauté, la loyauté authentique, ce n'est pas d'agiter des drapeaux ou de flatter dans le sens du poil. C'est dire les choses, dire la vérité. Même quand elle dérange, même quand elle pique. Un vrai fidèle ne cache pas ce qui fait mal. Il agit pour redorer le blason de celui qu'il soutient, pas pour lui creuser une fosse avec des beaux discours. Il prend des initiatives qui renforcent son image, qui améliorent son bilan, qui consolident ses actions positives et sa réputation publique. Pas pour jouer aux marionnettistes derrière les rideaux de la justice ou pour manipuler les services de sécurité comme s'ils étaient sa propriété privée. Ça, ce n'est ni de l'amitié, ni de la loyauté. C'est de la duplicité et de la trahison maquillée en dévouement. Non, ce n'est pas du dévouement. Ce n'est pas de la loyauté. Ce n'est même pas de la naïveté. C'est de la manipulation pure, habillée en fidélité. C'est de l'hypocrisie version premium. C'est l'égoïsme déguisé en proximité politique. C'est une trahison en costume 3 pièces. Une trahison froide, méthodique, signée par ceux qu'il croyait les plus proches. Eh oui, Abdid est trahi. Trahi par ceux qu'il garde à ses côtés,
Mais tant qu'il refusera de voir clair, tant qu'il n'ouvrira pas les yeux sur les méthodes toxiques, les manœuvres corrompues, les pratiques dégénérées de son propre entourage, rien ne changera. L'Algérie ne se relèvera pas. Son bilan restera entaché. Et quand l'heure viendra, car elle viendra tôt ou tard, il ne pourra pas partir la tête haute. Parce qu'un jour, l'histoire s'en souviendra. Et elle ne retiendra pas ce qu'il a cru faire, mais ce qu'il a laissé faire sous son nez. Elle dira qu'il a regardé ailleurs, ou pire, qu'il n'a jamais voulu savoir.